Le système de bunkers de la zone 51 est un labyrinthe d'acier froid et de béton, dont les couloirs sans fin ont été conçus non seulement pour déconcerter les intrus, mais aussi pour garantir qu'aucun secret ne puisse jamais s'échapper. L'air à l'intérieur était stérile, traité par des systèmes de filtration qui ronronnaient faiblement en arrière-plan, rappelant constamment l'isolement de l'installation par rapport au monde extérieur. C'était un endroit fait pour les secrets, des secrets si sombres et si volatiles que même ceux d'entre nous qui travaillaient ici n'en parlaient que rarement à voix haute. J'avais été affecté au projet 6 mois auparavant, au sein d'une équipe de techniciens chargés de surveiller les aspects les plus banals de l'opération. Mon niveau d'habilitation était suffisamment élevé pour que je connaisse les grandes lignes de ce qui se passait ici, mais les détails les plus fins restaient enfermés, cachés derrière des couches de bureaucratie et des protocoles de besoin d'en connaître. Ce que je savais suffisait à m'empêcher de dormir. Les expériences visaient à intégrer de l'ADN extraterrestre dans des sujets humains, l'objectif étant de créer une nouvelle race de soldats, plus rapides, plus forts, plus résistants. Cela ressemblait à de la science-fiction, le genre de choses que l'on lit dans des livres de poche bon marché ou que l'on voit dans des films d'horreur à petit budget, mais la réalité était bien plus clinique, plus méthodique. Ce n'était pas de la science folle. C'était calculé, délibéré et d'une précision tout à fait terrifiante. Lorsque les alarmes se sont tues, nous savions tous que quelque chose avait terriblement mal tourné. Je me trouvais dans la salle d'observation lorsque cela s'est produit. Un petit espace sans fenêtre bordé de moniteurs et de consoles, les écrans affichant des flux en direct de différentes parties de l'installation. La pièce était faiblement éclairée, la lueur des moniteurs projetant de longues ombres sur les murs, et l'air était suffisamment frais pour me faire frissonner malgré les couches de mon uniforme. La créature, appelée sujet 87 dans les registres, était sous sédatif depuis des semaines, sa chambre massive remplie de fluide étant constamment surveillée par une équipe de scientifiques et de personnel de sécurité en rotation. La chambre était renforcée par des couches de verre et de titane à l'épreuve des balles, et ses bords étaient scellés par une série de verrous qui ne pouvaient d'être déverrouillés que par l'entrée simultanée de 3 terminaux distincts. C'était exagéré, du moins c'est ce que nous pensions. Le premier signe de problème est apparu lorsque les moniteurs ont vacillé. C'était d'abord subtil, un bref flottement dans les flux vidéo qui ne durait qu'une fraction de seconde, mais c'était suffisant pour attirer mon attention. Je me suis rapproché de l'écran, mes doigts se posant sur les commandes, et j'ai vu le signal du laboratoire 3 s'éteindre complètement, remplacé par un écran vide, rempli de parasites. Un instant plus tard, les alarmes se mirent à sonner, ou plutôt, elles se mirent à sonner. Le son était aigu et strident, coupant le bourdonnement du système de ventilation comme une lame, puis, tout aussi brusquement, il s'arrêta. Le silence qui s'ensuivit était oppressant, une immobilité lourde et suffocante qui semblait peser sur la pièce comme un poids. Les des lumières ont vacillé 1 fois, 2 fois, puis se sont stabilisées, projetant leur pâle lueur dans la pièce vide. Je jetai un coup d'œil au moniteur, mon pouls s'accélérant au fur et à mesure que je parcourais les flux. Mais la moitié d'entre eux, étaient à tort-ligne, leurs écrans vides et sans vie. Les quelques écrans qui restèrent actifs montraient des couloirs vides et des postes de travail abandonnés, leurs ombres longues et déformées dans la lumière vacillante. L'interphone s'est mis à crépiter dans un bruit statique qui m'a fait sursauter, suivi d'une voix que j'ai reconnue comme étant celle du docteur Hewitt, l'un des principaux chercheurs du projet. Son ton était vif, tranchant, porteur d'une urgence qui ne laissait aucune place au doute. « Brèche dans le confinement », a-t-il dit, ses mots coupant l'électricité statique comme des éclats de glace.
Le sujet 87 a échappé au confinement. Tout le personnel doit rester dans les zones sécurisées jusqu'à nouvel ordre. Ne répétez pas, ne tentez pas d'engager le combat. La ligne s'est éteinte, me laissant fixer l'interphone comme si je voulais qu'il revienne à la vie, qu'il fournisse une explication supplémentaire, qu'il me rassure sur le fait que tout ceci n'était qu'un dysfonctionnement, un exercice, tout sauf la réalité que je connaissais. Je me suis retourné vers les moniteurs, le cœur battant la chamade, et j'ai basculé sur le flux en provenance de la chambre de confinement. L'écran n'était qu'un fouillis de parasites, l'image vacillant faiblement avant de se stabiliser juste assez longtemps pour montrer les restes de la chambre. Ces murs renforcés et déchirés comme s'ils étaient motifs de papier. Le verre avait disparu, les tessons étaient éparpillés sur le sol, et le fluide qui avait autrefois rempli la chambre s'accumulait en flaques d'eau sombres et visqueuses qui reflétaient à la faible lumière comme du métal en fusion. Il n'y avait aucun signe de la créature. Je me suis éloigné de la console, ma respiration étant courte et superficielle, et j'ai essayé de me stabiliser, de me concentrer sur les protocoles que l'on nous avait enseignés pendant l'entraînement. J'ai réalisé que le système de ventilation était hors service, que l'air devenait de plus en plus vicié et lourd à chaque instant, et que sans lui, l'installation entière deviendrait un piège, ces couloirs se remplissant de l'odeur nauséabonde de la peur et du désespoir. Cette idée me donnait la chair de poule, mais c'était le cadet de mes soucis. La créature était là, quelque part dans le labyrinthe de couloirs et de laboratoires qui constituait l'installation, et les quelques images que j'avais vues d'elle pendant son confinement suffisaient à me faire penser à toutes sortes de possibilités. Ce n'était pas seulement un hybride, c'était une aberration, une fusion de la biologie humaine et extraterrestre qui défiait les limites de l'évolution naturelle. Son corps était grand et décharné, ses membres trop longs, ses mouvements trop fluides, comme s'il avait été conçu pour un monde où les lois de la physique étaient différentes. Sa peau était d'un gris maladif et translucide, tendue sur des muscles puissants qui semblaient onduler et se déplacer sous la surface, et ses yeux étaient les pires de tous. Ce n'étaient pas des yeux, pas vraiment, mais des vides sombres et centrés qui semblaient absorber la lumière sans rien renvoyer. Regarder dans ses yeux, c'était comme regarder dans l'abîme, une sensation qui vous laissait froid et tremblant, vos pensées s'effilochant comme si elles avaient atteint votre esprit et les avaient séparés. Et maintenant, il s'est détaché. Les lumières d'urgence clignotèrent à nouveau, leurs faibles lueurs projetant de longues ombres dans la pièce, et je sentis les premiers élans de panique s'emparer des bords de mes pensées. Le silence était maintenant oppressant, rompu seulement par le faible bourdonnement des moniteurs restants, et chaque ombre semblait se déplacer et se tordre, comme si la créature était déjà là, observant, attendant. Je saisis la radio, accrochée à ma ceinture, mes doigts tremblent en appuyant sur le micro, et je me force à parler, la voix tremblante mais suffisamment stable pour transmettre l'urgence. Ici l'unité technique 17, dis-je, mes mots étant rapides et concis. Brèche de confinement confirmée. Je suis dans la salle d'observation B. Les moniteurs sont partiellement actifs. Je demande une mise à jour du statut et des instructions. La radio grésilla faiblement, mais il n'y eut pas de réponse, seulement le même silence étouffant qui avait englouti le reste de l'installation. J'ai baissé la radio, la main trempée de sueur, et j'ai regardé les écrans vides, mes pensées se bousculant. La créature n'était pas seulement dangereuse, elle était intelligente. Elle avait arrêté le système de ventilation, désactivé les caméras et s'était échappée sans déclencher les protocoles de verrouillage. Elle utilisait l'installation contre nous, la transformant en un labyrinthe de peur et d'ombre, et je savais, au fond de moi, qu'elle ne faisait pas que chasser, mais qu'elle jouait avec nous. Le silence était pire que n'importe quelle alarme. C'était le genre de silence qui vous fait tendre l'oreille
pour entendre des sons qui n'existent pas, qui vous fait entendre des choses qui ne devraient pas exister. Chaque seconde s'étirait, et le bourdonnement des lumières d'urgence au-dessus de ma tête me semblait trop fort, comme si l'air lui-même m'oppressait. Je suis resté dans la salle d'observation aussi longtemps que j'ai pu le supporter, mes yeux oscillant entre les moniteurs remplis de parasites et la lourde porte en acier derrière moi, me demandant s'il était plus sûr de rester ou si rester signifiait que je ne partirais jamais. Le problème avec la peur, c'est qu'elle ne se contente pas de rester dans votre poitrine, elle se propage. Elle atteint vos pensées, déforme votre logique et vous laisse deviner ce qui est réel. La ventilation n'était pas seulement défectueuse, l'air avait commencé à changer, devenant plus chaud et plus épais, portant une légère odeur de métal et de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Cela me rappelait la fois où j'avais accidentellement brûlé du caoutchouc, tranchant, âcre, artificiel. Je ne pouvais pas rester là. Chaque nerf de mon corps me disait de bouger, même si je ne savais pas où aller. Rester, c'était attendre, et attendre, c'était comme mourir. J'ai pris une lampe de poche sur la console, son poids familier et réconfortant, et j'ai jeté un dernier coup d'œil au moniteur. Toujours des parasites, toujours rien. Ce qui était là dehors n'avait pas besoin de caméra. Ils savaient que nous étions aveugles. Le couloir à l'extérieur était un tunnel d'ombre, les lampes de secours étant trop éloignées les unes des autres pour être efficaces. Le scintillement aggravait la situation, la lumière changeante jouant des tours à mes yeux, transformant chaque coin en menace. Je gardais la lampe de poche près de moi, son faisceau traversant l'obscurité, mais même elle me semblait fragile, comme si elle pouvait s'éteindre à tout moment. J'avançais prudemment, mes bottes faisant à peine un bruit sur le sol en béton. Chaque pas me semblait trop bruyant, mon souffle trop vif dans l'air immobile. Je passais devant des bureaux vides, dont les portes étaient ouvertes comme des bouches figées au milieu d'un râle, et des laboratoires remplis d'équipements renversés et de papiers éparpillés comme des feuilles dans une tempête. Il ne fallait pas être un génie pour voir les signes de panique. Les gens avaient bien couru, cherchant à s'échapper avant que la créature ne les trouve. Je n'ai pas vu de corps, mais cela ne m'a pas rassuré. Cela signifiait simplement que la créature les avait emmenés ailleurs. La radio que j'avais à la ceinture crépita soudain, un éclat de statique qui me fit sursauter si fort que je faillis laisser tomber la lampe de poche. J'ai attrapé la radio, mes doigts ont tâtonné pour régler le volume, et je me suis efforcé de distinguer la voix sous le bruit. Elle y était faible, cassée, mais je l'ai reconnue. Le docteur Hewitt. Ne vous engagez pas, restez à l'écart, ne vous alimentez pas. Les parasites ont avalé le reste. Se nourrir? Les mots restaient suspendus dans mon esprit comme une pierre qui s'enfonce dans l'eau. J'ai appuyé sur le bouton, ma voix tremblante mais suffisamment stable pour forcer une réponse. Ici l'unité technique 17. Docteur. Hewitt, pouvez-vous répéter? Se nourrir de quoi? Rien. Rien que des parasites. Puis, faiblement, le bruit d'une respiration, trop superficielle, trop rapide. Je n'ai pas attendu d'en savoir plus. Quoi que Hewitt ait essayé de dire, j'avais le sentiment que je ne voulais pas l'apprendre par expérience. J'ai emprunté le couloir le plus proche, en direction de l'aile de sécurité. S'il y avait encore des gens en vie, c'était là qu'ils se trouveraient. Les portes blindées, les caméras, le stock d'armes, c'était l'endroit le plus sûr de l'installation, en supposant que la créature ne l'ait pas atteinte en premier. Mais à mesure que je marchais, l'air devenait plus lourd. Ce n'était pas seulement la chaleur, c'était le poids de quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, pressant mes pensées, rendant ma concentration plus difficile. Ma lampe de poche a vacillé une fois, puis deux, et pendant un instant, le faisceau s'est complètement éteint, plongeant le couloir dans l'obscurité. Je me suis figé, mon souffle se bloquant dans ma gorge, chacun de mes muscles se bloquant.
L'obscurité n'était pas seulement noire, était vivante, se déplaçait et se tordait, jouant des tours à mes yeux. J'ai cru voir un mouvement, une ondulation dans les ombres devant moi, mais quand j'ai cligné des yeux, il n'y avait plus rien. La lampe de poche s'est rallumée et le couloir était vide. Mais je n'étais pas seul. Le son était venu ensuite, faible et lointain, comme un murmure porté par le vent. Ce n'était pas une voix, pas exactement, mais il avait un rythme, une cadence qui semblait trop délibérée pour être aléatoire. Il résonnait dans le couloir, rebondissant sur les murs, s'amplifiant à chaque seconde. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, mon esprit se précipitait pour lui donner un sens, mais la réponse vint trop vite. C'était mon nom. La voix appelait mon nom. Lentement et longuement, les syllabes s'étirant d'une manière qui me retournait l'estomac. Ce n'était pas Hewitt, ni personne d'autre que je connaissais. Ce n'était pas humain. Je me suis retourné et j'ai couru, le son de mon nom me poursuivant dans le couloir, les ombres s'étirant et se tordant autour de moi. Mes jambes me brûlaient, je respirais par à-coups, mais je ne m'arrêtais pas. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai atteint l'aile de sécurité, mes mains tremblantes en tâtonnant avec le clavier. La porte était en acier épais et renforcé, du genre à résister à une bombe, mais je n'avais pas l'impression que c'était suffisant. Le clavier a clignoté en rouge, puis en vert, et la porte s'est ouverte avec un faible sifflement. Je trébuchais à l'intérieur, frappant du poing contre le panneau de contrôle pour le refermer derrière moi. La pièce était vide, les consoles toujours actives, mais les sièges abandonnés. Un sandwich à moitié mangé, laissé sur l'un des bureaux, comme si son propriétaire avait été écarté en pleine bouchée. Je m'appuyais contre le mur, le torse bombé, et tentais de reprendre mon souffle. Le son de mon nom avait cessé, mais le silence n'était pas meilleur. Sur l'un des moniteurs, j'ai vu le couloir d'où je venais, l'image granuleuse ne montrant rien d'autre que des lumières vacillantes et un espace vide. Je les regardais fixement, l'esprit agité, attendant que quelque chose apparaisse. La créature est entrée dans le cadre, sa forme grande et décharnée, ses mouvements incroyablement fluides, ses yeux, si on peut même les appeler ainsi, fixés directement sur la caméra. Elle n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas bougé. Il s'est contenté de regarder fixement, comme s'il savait que je le regardais, comme s'il me regardait en retour. Au moment où l'écran s'est éteint, le silence dans la pièce a semblé s'intensifier, pesant sur moi comme un poids auquel je ne pouvais échapper. Mais les mains tremblaient, tandis que je fixais le moniteur vide, l'image rémanente de la forme de la créature gravée dans mon esprit. La façon dont elle se tenait trop immobile, trop consciente, son regard transperçant la caméra comme si elle pouvait voir directement dans la pièce. Mon souffle, elle était court, mon pouls battait à tout rompre, mais je me forçais à bouger, à me concentrer sur tout ce qui pouvait me donner un avantage sur ce qui traquait maintenant le bâtiment. La salle de sécurité était censée être un sanctuaire, une dernière ligne de défense contre les intrusions, avec des portes renforcées et une puissance de feu suffisante pour tenir indéfiniment. Mais on ne s'y sentait pas en sécurité. Les murs semblaient bien trop fins, les ombres trop profondes, l'air trop épais avec le sentiment de quelque chose d'invisible, de quelque chose qui attend. J'ai cherché sur les consoles un moyen de remettre le système en marche, de redémarrer les caméras et de suivre les mouvements de la créature, mais les commandes étaient mortes, leurs écrans aussi inanimés que le couloir à l'extérieur. La créature avait prévu cela. Ce n'était pas une simple évasion par la force brute, c'était calculé, précis. Elle avait supprimé la ventilation, les caméras et les alarmes, transformant l'installation en un labyrinthe d'angles morts et de silence étouffant. Il n'était pas seulement en liberté, il contrôlait la situation. J'ai trouvé un petit arsenal d'armes dans une armoire au fond de la pièce, dont la porte métallique était ouverte,
comme si quelqu'un était parti précipitamment. La plupart des équipements lourds avaient zombé disparu, mais il restait un fusil et quelques lits chargeurs de rechange, ainsi qu'une lampe de poche qui semblait plus solide que celle que je portais. Le fusil était plus lourd que je ne m'y attendais. Sa carcasse de métal froid me gênait dans les mains, mais il m'apportait une petite dose de réconfort, le sentiment d'avoir une sorte de contrôle, aussi fragile soit-il. Je mis le fusil en bandoulière, empochai les chargeurs et respirai profondément, essayant de calmer la vague de panique qui s'emparait de mes pensées. Je ne pouvais pas rester ici, pas avec les caméras éteintes, pas sans aucun moyen de voir ce qui arrivait. Si la créature me trouvait, cet endroit deviendrait un tombeau. Il y avait une carte sur le mur, un schéma de la disposition de l'installation, ses couloirs et ses pièces disposées selon des lignes précises et codées par couleur. Mes yeux tracèrent, les chemins, à la recherche de tout ce qui pouvait mener à une évasion. Une trappe de maintenance, une sortie secondaire, n'importe quoi. Mais l'installation avait été conçue pour empêcher les gens d'entrer, pas pour les laisser s'enfuir. La seule sortie indiquée était l'ascenseur principal à une centaine de mètres de là, à l'extrémité du complexe. L'idée de franchir cette distance, de m'aventurer à nouveau dans le labyrinthe où la créature m'attendait, me tordait l'estomac, mais il n'y avait pas d'autre choix. Si je restais, je mourrais. Si je bougeais, j'aurais peut-être une chance. Le couloir extérieur était tel que je l'avais laissé, long et vide. Les lampes de secours jetant leurs faibles lueurs vacillantes sur les murs de béton lisse. L'air était plus lourd maintenant, plus épais, portant la faible odeur de quelque chose de brûlé et de métallique, et chaque pas semblait demander 2 fois plus d'efforts qu'il n'aurait dû. Ma respiration résonnait dans mes oreilles, bruyante et irrégulière, et je gardais le fusil à portée de main, la lampe de poche attachée à son canon perçant les ombres devant moi. J'avançais lentement, délibérément, mes pas étant aussi silencieux que possible, chaque coin de rue représentant un nouveau risque, chaque portion de couloir ouverte une embuscade potentielle. Le silence autour de moi était oppressant, amplifiant chaque son, chaque craquement et chaque gémissement de la vieille structure, chaque léger goutte à goutte d'eau provenant de tuyaux invisibles. Et sous tout cela, je pouvais sentir quelque chose d'autre. Une présence, faible mais indéniable, comme le poids de yeux invisibles pressant mon dos. Il ne se contentait pas de me traquer. C'était une chasse. J'atteignis la première intersection et fis une pause, appuyant mon dos contre le mur, le fusil stable dans mes mains, tandis que je scrutais les chemins devant moi. Le couloir de gauche menait au laboratoire de recherche, leur porte étant visible dans la faible lumière. Celui de droite s'étendait vers les baraquements, et celui du centre menait directement à l'ascenseur. C'était le chemin le plus court, le plus direct, mais c'était aussi le plus exposé, un long tunnel rectiligne où il n'y avait nulle part où se cacher. La décision a été prise lorsque j'ai entendu le bruit. Il a commencé par être faible, si doux que j'ai presque cru l'avoir imaginé, mais il s'est amplifié à chaque seconde qui passait. Un tapotement bas et rythmé, comme des ongles sur du métal, qui résonnait dans les couloirs en une cadence régulière et délibérée. Il venait de la gauche, la direction des laboratoires, et je sentis ma poitrine se serrer à mesure que le son se rapprochait. Son rythme immuable, sans hâte, comme si la créature savait qu'elle n'avait pas besoin de se précipiter. Je me retournai et courus, mes bottes martelant le sol en béton, tandis que je sprintais dans le couloir central, le son de ma propre respiration bruyante et irrégulière dans mes oreilles. Le tapotement suivait, régulier et délibéré, son rythme ne s'accélérant jamais, comme s'il jouait avec moi, me laissant m'épuiser avant de passer à l'action. L'ascenseur était proche maintenant, les lourdes portes d'acier visibles au bout du couloir, et je poussais plus fort, mes jambes brûlant, mes poumons réclamant de l'air. J'atteignis le panneau, frappai du poing sur le bouton,
et priais pour que le système fonctionne encore, que la créature ne l'ait pas déjà désactivé. Les portes s'ouvrirent avec un gémissement et je me jetai à l'intérieur, appuyant sur le bouton du niveau de surface et m'effondrant contre le mur lorsque les portes se refermèrent. Le tapotement s'est arrêté, le son s'est interrompu aussi brusquement qu'il avait commencé, et pendant un moment, le seul son était ma propre respiration irrégulière, le pougon du sang dans mes oreilles. Puis les lumières de l'ascenseur se sont mises à clignoter. Le bourdonnement de la machinerie ralentit. Le sol sous moi vibra faiblement tandis que l'ascenseur commençait à monter. Son mouvement étant irrégulier et saccadé, comme si le système s'efforçait de résister à une force invisible. Le silence revint, plus épais maintenant, plus lourd, et je sentis son poids peser sur mes pensées, s'infiltrer dans les fissures de mon esprit. Et puis, au moment où l'ascenseur atteignait la moitié de sa course, le tapotement était revenu. Il ne venait pas du couloir, il venait d'en haut. Le tapotement au-dessus de l'ascenseur devint plus fort, plus insistant, résonnant dans l'espace confiné comme un compte à rebours vers quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Mon corps se tendit, chaque nerf me criant de bouger, mais il n'y avait nulle part où aller. Aucune échappatoire à la boîte d'acier qui ressemblait maintenant à un cercueil. Les des lumières clignotèrent violemment, plongeant l'espace dans une obscurité momentanée. Et dans ces brefs éclairs, je crus voir un mouvement, une ombre se déplaçant juste au-delà du panneau de verre du plafond. L'ascenseur s'est arrêté dans un crissement métallique, les freins d'urgence s'enclenchant si brusquement que j'ai été projeté au sol. Les lumières du plafond s'éteignirent complètement, me laissant dans l'obscurité totale, à l'exception de la faible lueur de la balise de détresse sur le panneau de commande. Le bourdonnement des machines s'éteignit, remplacé par un silence artificiel qui semblait s'insinuer dans mes oreilles, emplissant l'espace d'un poids oppressant. Je me suis levé d'un bond, ma lampe de poche traversant l'obscurité en la dirigeant vers le plafond. Le panneau de verre était embué par la condensation, mais je pouvais distinguer de légères taches, les marques indubitables de doigts ou de griffes traînant sur sa surface. Je me suis forcé à respirer, à penser, à repousser la vague de panique qui s'emparait de mes pensées. Je devais sortir. La commande manuelle était ma seule option, un levier encastré dans le mur à côté des portes. Mes mains tremblaient quand je l'ai tiré. Le métal était raide de rouille et de résistance, et les portes se sont ouvertes avec un gémissement réticent, révélant un couloir de service baigné dans la faible lueur des lumières d'urgence vacillantes. Je n'ai pas attendu de voir si les tapotements allaient me suivre. J'ai couru. Le couloir était long et étroit, ses murs étaient tapissés de tuyaux et de câbles apparents qui s'étendaient à l'infini. L'air était épais et humide, une légère odeur de métal et de plastique brûlé s'accrochait à chaque respiration, et le son de mes pas se répercutait de manière anormale, rebondissant sur moi d'une façon qui rendait l'espace plus petit, plus claustrophobique. Ce n'est que lorsque j'ai atteint la première intersection que j'ai réalisé l'étendue réelle de ce qui s'était passé. La puanteur m'a d'abord frappé, épaisse et putride, comme de la viande pourrie laissée trop longtemps au soleil. Ma lampe de poche balaya les murs, le sol, puis se posa sur le premier corps. C'était un scientifique, ou ce qu'il en restait, sa blouse tachée de sang, son visage figé dans un masque de terreur. Sa poitrine avait été déchirée, sa cage thoracique brisée, et quelque chose de visqueux et de noir suintait de la blessure, s'accumulant sous lui en une flaque scintillante. J'ai reculé en titubant, la bile remontant dans ma gorge, mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Le couloir était jonché de corps, étalés sur le sol dans des positions grotesques, comme s'ils avaient été jetés comme des chiffons par une force inimaginable. Certains étaient affalés contre les murs,
leurs membres pliés à des angles peu naturels, tandis que d'autres gisaient en morceaux, leurs torses et leurs membres éparpillés comme les débris d'une explosion. Les murs étaient maculés de taches molles sombres, d'empreintes de mains qui traînaient sur les surfaces, comme si les victimes avaient tenté de se frayer un chemin vers la sécurité, leurs derniers instants étant gravés dans le tissu même du bunker. L'air était chargé de la saveur cuivrée du sang et de la faible odeur de pourriture, et ma lampe de poche semblait lutter contre l'obscurité, son faisceau étant avalé par les ombres oppressantes qui s'attardaient sur le carnage. Je me forçais à bouger, les jambes raides et instables, chaque pas m'entraînant plus profondément dans le cauchemar qui avait consumé l'établissement. Les couloirs tournaient et tournaient, chacun révélant de nouvelles horreurs, des laboratoires où le verre brisé et l'équipement renversé se mêlaient à des flaques de sang, des salles de stockage où des caisses avaient été déchirées, leur contenu éparpillé et ruiné. Dans une pièce, j'ai trouvé le corps d'un soldat empalé sur un morceau de barre d'armature, son arme toujours serrée dans sa main, son visage figé dans une expression de pure terreur. La créature était passée par là. Elle s'était déplacée avec précision, dans un but précis, et n'avait laissé que de la destruction dans son sillage. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence. Il n'y avait pas d'appel à l'aide, pas de chuchotement, pas de bruit de mouvement. L'établissement était un tombeau. Au détour d'une rue, j'ai failli glisser sur quelque chose de glissant. Ma lampe de poche a révélé un autre corps, celui-ci face contre terre, dans une flaque de liquide sombre qui scintillait de façon anormale à la lumière. Ce n'était pas du sang, c'était autre chose, quelque chose de visqueux et d'étrange, dont la surface bougeait comme si elle était vivante. J'ai reculé, le souffle coupé, et j'ai senti les poils de ma nuque se hérisser. Je n'étais pas seul. Le bruit venait de derrière moi, un léger raclement, comme des ongles sur du métal qui s'amplifiait à chaque seconde. Je me retournai, ma lampe de poche tremblait en balayant le couloir, mais il n'y avait rien, seulement le hall vide qui s'étendait dans l'obscurité. Le raclement s'est amplifié, s'est rapproché, et j'ai réalisé avec une certitude écœurante qu'il venait d'en haut. Je courus, les jambes brûlantes, le couloir se brouillant autour de moi, tandis que le son me poursuivait, résonnant dans l'espace comme le grognement d'un prédateur. La sortie était proche maintenant, les lourdes portes d'acier visibles au bout du couloir, et je les atteignis juste au moment où le son atteignait un crescendo assourdissant. Mes mains tâtonnèrent sur le clavier, tapant le code d'annulation avec des doigts tremblants, et les portes s'ouvrirent avec un sifflement, révélant le ciel nocturne au-delà. L'air frais m'a frappé comme une gifle, frais et vif contre ma peau trempée de sueur, et j'ai trébuché sur la surface de gravier de la base, ma poitrine se soulevant, mon esprit s'emballant. L'installation était entourée de soldats, leurs armes braquées sur l'entrée, leurs visages sinistres et pâles dans la lumière crue des projecteurs. Je me suis effondré à genoux, le fusil m'a échappé, et j'ai essayé de forcer les mots, d'expliquer ce qui s'était passé, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, étranglés par le poids de ce que j'avais vu. Le sol sous moi a grondé, une vibration basse et inquiétante qui s'est répandue dans la base comme une chose vivante, et j'ai regardé en arrière, juste à temps pour voir la créature émerger. Elle se déplaçait avec une grâce peu naturelle, ses membres allongés se pliant et se dépliant à mesure qu'elle s'avançait dans la lumière, sa forme se déplaçant et se tordant comme si elle était faite de fumée et d'ombre. Les soldats ouvrirent le feu, leurs balles déchirant l'air avec des craquements assourdissants, mais la créature ne faiblit pas, ne sembla même pas la remarquer. Elle était plus rapide que tout ce que j'avais jamais vu. Un flou de mouvements qui fendait les rangs avec une précision chirurgicale, ses membres tranchant la chair et les os à une vitesse qui défie l'entendement. Les projecteurs se sont brisés, plongeant la base dans l'obscurité,
et les cris des soldats ont résonné dans la nuit, se mêlant au bourdonnement grave et des gutturales de la créature. J'ai couru. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas réfléchi. Le bruit du chaos s'est estompé derrière moi, avalé par la nuit, et j'ai continué à courir, l'image de la créature gravée dans mon esprit, ses yeux sombres et vides me hantant à chaque pas. Le monde ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Ce serait enterré, comme tout le reste, un autre secret, scellé au nom de la sécurité nationale. Mais je connaissais la vérité, et je savais que ce n'était pas fini.